Chers amis internautes, bonsoir. Très heureux de vous retrouver pour cette dernière session de l'année 2018. Nous allons reprendre des questions de la dernière session sur lesquelles nous n'avons pas pu vous répondre. Et puis, bien sûr, de nouvelles questions. Donc, sans plus tarder, Sabine, première question. Bonsoir Monsieur le maire, bonsoir à tous. La première question nous vient de Nathalie. J'ai vu sur les réseaux sociaux que les parkings et stationnements étaient gratuits les 3 prochains week-ends. Est-ce en prévision de l'instaurer toute l'année? Non, pas du tout. C'est une action, une décision que nous avons prise pour cette période de fête, pour aider les commerçants et les clients, bien évidemment, dans cette période. Et l'idée, c'est pas de généraliser, puisque vous savez, l'avantage, on peut dire, d'un parking payant, notamment vis-à-vis des commerçants, c'est de faire en sorte que les véhicules qui sont stationnés ne restent pas en permanence, qu'il y a ce qu'on appelle un turnover. Donc là, c'est juste une opération au moment des fêtes, les commerçants étant en particulier un peu en difficulté. Voilà, c'est une décision que j'ai prise pour aider dans ces périodes de fin d'année, mais il n'y aura pas de poursuite d'une façon continue tout au long de l'année qui va venir, peut-être sur des points particuliers, mais pas généralisés tout au long de l'année. La question suivante est une question de la session précédente. Elle est posée par Vanessa. Est-ce que des locataires ont le droit de se garer à cheval sur les trottoirs juste en face de leur entrée d'immeuble alors qu'il y a des places de parking, pardon? Alors, sauf si on autorise le stationnement à cheval sur le trottoir, hein, ça peut être le cas dans certaines rues, ce que nous avons fait notamment plus récemment dans la rue de Gionne, je pense à cet exemple-là. Le stationnement sur le trottoir n'est pas autorisé, c'est même interdit, hein, c'est le code de la route qui nous l'impose. Donc si effectivement on n'est pas dans ce cas de figure d'une autorisation du maire pour stationner sur le trottoir ou tout ou partie, les véhicules qui sont garés sont en infraction. Alors, la question suivante est posée par... alors, je n'ai pas le prénom, mais je vais le retrouver. Où en est le projet de réaménagement du centre commercial Cap Nord? Oula, alors il n'en est nulle part pour l'instant. Je vais essayer de faire simple, hein. Donc, le cas du centre commercial Cap Nord sera traité dans le cadre du nouveau plan de renouvellement urbain, hein, pour lequel nous allons passer au jury, aux commissions d'engagement le 20 décembre, donc pour le projet global, ce qu'on appelle NPRU, et c'est un sujet qui sera traité dans ce cadre-là. Donc pour l'instant, il y a un certain nombre d'hypothèses, en fait plus exactement 2 ou 3 hypothèses, et ça nécessitera un certain nombre d'études, mais voilà, c'est pas demain matin, il va falloir un peu de temps pour définir et qu'on se mette d'accord sur cet nouvel aménagement. Et quand je dis nouvel aménagement, ça peut être un nouveau projet. Voilà, je vous en parlerai un peu plus tard quand les choses auront bien avancé, mais en tout cas, ce n'est pas dans l'immédiat, mais ça sera traité dans le cadre du nouveau plan de renouvellement urbain, auquel nous allons signer la convention d'engagement probablement au début de l'année prochaine. Alors, j'ai retrouvé le prénom, c'était Claudine, une question de la session précédente. La question suivante est posée par Sébastien, qui vous demande quel est l'avenir de l'ancien MCRO. Alors, je suppose que vous parlez du secteur qui se trouve route de la Charité, à côté d'Esprit 1. Donc, l'ensemble de 22 hectares de mémoire a été acheté par un investisseur il y a quelques mois. Et aujourd'hui, il n'y a pas de projet arrêté. La seule orientation que nous avons donnée et contrainte, plus qu'une orientation, à l'investisseur, c'est qu'on ne crée pas sur ce lieu une zone commerciale. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas il n'y aura pas de commerce, à part simplement le Burger King, hein, vous savez, qui va être juste sur le giratoire. Mais la destination de cet espace sera plutôt une zone artisanale. La question suivante est posée par Nicolas. Où en êtes-vous dans la mise en place de la vidéoprotection? Nous avançons même plus vite que notre feuille de route, puisque nous étions engagés à ce qu'il y ait plus de 100 caméras installées à Bourges, et à Bourges d'ici la fin du mandat. Donc la fin du mandat, ce n'est pas encore demain, il nous reste encore du temps. Et nous avons franchi le seuil le mois dernier de 101 caméras. Donc vous voyez, l'objectif a été atteint, voire dépassé d'une caméra. Et nous avons encore des projets d'implantation au cours de l'année prochaine.
La prochaine question est posée par Emmanuel Méquignon. Quelles sont les actions futures pour le quartier du Val-d'Oron niveau sécurité? Alors, je vais prendre un exemple, une action que nous avons mise en place il y a 3 semaines de ça, à peu près 3-4 semaines, où nous avons fait, pas une balade dans le Val-d'Oron, mais il y a une marche avec un certain nombre de représentants, notamment de conseils de quartier, qui ont identifié un certain nombre d'améliorations à mettre en œuvre, alors partagées à la fois avec le bailleur social et la ville de Bourges, notamment en termes d'éclairage public. Ça, donc, nous sommes en train de regarder pour la part Bourges ce que ça nous coûterait. Donc ça coûte un peu, parce qu'il fallait remplacer tous les candélabres. Il y en a, je crois, une cinquantaine de mémoire. Un candélabre, ça coûte à peu près 1 000 €. Donc vous voyez, c'est une somme non négligeable. Nous sommes en train de regarder au titre du prochain budget de pouvoir mettre en place une ligne budgétaire de manière à ce qu'on remplace au moins les éclairages le plus rapidement possible. Il y a d'autres aménagements qui ont été identifiés, donc tout ceci va se dérouler tout au long de l'année 2019. Une nouvelle question de la session précédente, elle est posée par Catherine. J'aimerais connaître votre politique de gestion des commerces du centre-ville ainsi que votre avis concernant la fermeture du Leclerc du Prado. Aviez-vous informé les commerçants? Comment les personnes âgées vont-elles faire leurs courses? Alors, d'abord, fermeture de Leclerc du Prado, donc je l'apprends, je ne sais pas d'où vient votre information, mais en tout cas, moi, je ne l'ai pas. Donc méfiez-vous des fois des rumeurs, on entend beaucoup de choses, mais il me semble que ce n'est pas d'actualité. En fait, d'ailleurs, je vais rencontrer très prochainement, d'ici la fin de l'année, le directeur de Leclerc, justement pour voir la situation en fait, de ces deux implantations. Mais à ma connaissance, aujourd'hui, il n'est pas question que le Leclerc du Prado ferme. Deuxième élément sur la politique du commerce de centre-ville. Je rappelais aussi que nous faisons partie du plan national Cœur de Ville, avec 222 villes, et puis que l'objectif de ce plan national, justement, c'est les problématiques de désertification commerciale qui touchent l'ensemble des villes moyennes de notre territoire. Donc ce n'est pas un phénomène qui est propre à Bourges, mais en tout cas il est réel, si on en croit effectivement les vacances des commerces. Alors, ce plan Cœur de Ville, pour lequel nous avons signé la convention avec l'État et les différents partenaires le 1er octobre dernier, en fait, touche à la fois effectivement le commerce en tant que tel, touche aussi l'habitat, puisqu'en fait on parle de désertification commerciale, mais il y a aussi la désertification de l'habitat en centre-ville. Et puis je prends toujours cet exemple, en fait un commerce de centre-ville, ou de proximité plus exactement, fonctionnera d'autant mieux qu'il y a des habitants à proximité. Donc on a aussi cette problématique à régler, on a des problématiques aussi d'attractivité de notre territoire, notre centre-ville, même si des travaux ont eu lieu ces dernières années, même si ils se poursuivent. Par exemple, l'îlot Victor Hugo qui est en cours de réalisation, mais il faut penser aussi l'amélioration des cheminements au sein de notre ville. Et puis, il faut qu'on s'appuie sur les investisseurs privés qui ont, et là on a quelques exemples déjà qui ont eu lieu, qu'on voudrait reprendre sur le principe, c'est qu'ils puissent racheter un certain nombre de bâtiments dans lesquels on trouve au rez-de-chaussée donc des commerces, et puis au-dessus des logements. Ces logements, à l'origine, étaient occupés par les commerçants eux-mêmes, mais maintenant les choses ont changé, la société a changé, les commerçants n'habitent plus ou quasiment plus au-dessus de leur commerce. Il y a eu une période où ces habitations, enfin ces logements servaient aussi de réserve. Maintenant, les commerces ont de moins en moins de réserves. Et il se trouve qu'on a aussi des bâtiments, des logements qui sont vides. Et vides et aussi plus adaptés du tout. Donc l'idée de ces investisseurs, c'est de dire voilà, on rachète des bâtiments complets, on rénove, on réhabilite le commerce, mais aussi les logements qui se trouvent au-dessus. On résout les problèmes d'accessibilité qui sont entiers, puisque souvent, pour accéder à ces logements, on doit passer par le commerce. Donc, ça pose un problème d'accessibilité et d'accès, on va dire, privé. Et puis, donc, ces opérations-là, qui pourraient démarrer donc,
peut-être déjà dans une rue ou dans des quartiers, donc tout ça, ça reste à définir, permettrait effectivement d'avoir des commerces de qualité, des logements aussi de qualité à proximité, et puis aussi appliquer des loyers pour les commerces beaucoup plus bas que ceux qui sont pratiqués aujourd'hui. Donc voilà, je le fais rapidement, parce que je pourrais vous exposer pendant 1h30, 2 heures, mais le temps nous est compté, donc voilà en fait les actions. Puis il y a celles que l'on mène au quotidien aujourd'hui. On parlait, on parlait tout à l'heure, le premier internaute posait la question sur la gratuité du stationnement sur voirie. Je vous rappelle que depuis quelques mois, cette gratuité est assurée tous les jours à partir de 17h, alors qu'avant c'était 19h. Et puis une opération spécifique pour les week-ends qui vont venir et les veilles de fête, la gratuité totale à la fois sur on appelle les parkings ouvragés, en fait les parkings et les stationnements sur voirie. Donc voilà, ça c'est du court terme et le moyen terme, je vous l'ai expliqué assez rapidement et avec le plus de détails dans mes propos précédents. Alors, la question suivante est posée par Johan. Serait-il possible d'avoir une réunion publique suite aux inquiétudes grandissantes des administrés quant à l'implantation future de l'antenne de téléphonie Free Mobile au stade Gazélec ? Bon, en réunion publique, je ne suis pas sûr que ce soit la solution. Le dossier là, concernant cette implantation, je l'ai transmis donc à Marcel Rebérol, le maire adjoint à l'urbanisme, qui doit rencontrer, puisqu'il y a une pétition qui a été faite et que j'ai reçue, qui doit réunir effectivement tous ceux qui ont signé cette pétition pour expliquer la démarche et les possibilités et les impossibilités de la collectivité pour empêcher ce type d'implantation. Donc, je ne sais pas si c'est prévu dans l'agenda pour l'instant, si la date est arrêtée dans l'agenda, mais en tout cas, M. Rebérol a cette action. Une autre question posée par Naïs Chaubeny. Avez-vous un projet de parc fermé pour chiens pour que l'on puisse les lâcher en toute liberté ? Non, enfin pour vous dire, non, on n'a pas de projet de parc pour lâcher les chiens. Alors, il faudra peut-être qu'on y réfléchisse, mais en tout cas, bon, je peux prendre l'idée, effectivement, et puis voir si ça correspond réellement à un besoin important, et puis étudier la possibilité, si l'idée paraît pertinente, de mettre ça en place sur notre territoire. Alors, une question de Yann. Avez-vous eu des retours sur l'efficacité de la mise en place des zones bleues dans les rues commerçantes ? Je n'ai pas eu de retour, on va dire, de façon formelle. Hein. En tout cas, sur ces actions, on n'a pas de retour négatif, en tout cas, hein, parce que c'était une demande, notamment des commerçants, je pense à la rue d'Oron et la rue Édouard Vaillant en particulier, c'était une vraie demande. Il n'y a pas de retour négatif, donc je suppose que les choses fonctionnent. Donc, vous savez, quand je n'ai pas de retour négatif, je ne cherche pas à en avoir, il y en a suffisamment naturellement. Donc je pense que les choses se passent comme imaginé et comme souhaité en tout cas par les usagers, les clients à la fois et les commerçants des rues citées. Alors Catherine voudrait savoir, en 2012, vous n'étiez pas persuadée de l'efficacité des feux tricolores pour sécuriser les traversées piétonnes. Aujourd'hui, un carrefour avec feu est installé avenue Dedun, rue des Pigelins. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Comme on a l'habitude de dire, il y a que les ânes qui ne changent pas d'avis. Et en plus, ce feu, détrompez-vous, ce n'est pas un feu qui sécurise le passage piéton à proximité duquel il a été implanté. En fait, c'est ce que j'appelle un feu intelligent qui a plus comme objectif de ralentir les vitesses pratiquées avenue de Dain que de sécuriser la traversée piétonne à cet endroit-là. Alors je m'explique. C'est un feu, en fait, il y a deux possibilités. Ou on le met en permanence au rouge et il passe au vert dès lors qu'une voiture arrive, une voiture, un camion d'ailleurs, un véhicule arrive et qui respecte la limitation de vitesse, en l'occurrence 50 km/h. Donc ça oblige effectivement à ralentir. Soit le feu passe au vert et toujours programmé au vert, et c'est l'inverse, c'est-à-dire que si une voiture arrive au-delà de la vitesse limitée, le feu passe au rouge. Donc voilà la volonté l'objectif de ce feu, c'est ça. Alors j'ai, on va dire, piqué l'idée à Saint-Doulchard, hein, à l'occasion d'une visite de la commune avec le maire de Saint-Doulchard, qui a implanté ce type de feu dit intelligent dans une de ses rues, et j'ai voulu qu'on le teste avenue de Dain, parce que c'est une voie circulante, c'est une voie où les vitesses pratiquées sont parfois importantes, et dès lors qu'effectivement on ralentit les vitesses, on sécurise quand même malgré tout les traversées piétonnes.
Et puis si l'essai est transformé, si je peux m'exprimer ainsi, eh bien on regardera la possibilité d'étendre ce type d'installation dans d'autres voiries. Alors on ne va pas en mettre dans toutes les rues évidemment, je vous donne simplement un chiffre, ça coûte 75 000 €, vous voyez, c'est pas neutre. Mais voilà, la vocation, et je le redis, de cet objectif, l'objectif plutôt de ce feu, c'est plutôt de ralentir les vitesses pratiquées sur une voirie, plutôt de sécuriser à proprement parler les passages piétons. Alors, la prochaine question est posée par Angélique Frédillon. Pour quand sont prévus les travaux de l'école Marcel Plaisant? Je ne saurais pas vous dire, je n'ai pas de programme, tout le programme en tête. Je sais qu'on a prévu, dans la préparation du budget 2019, donc de l'année prochaine, on a prévu une ligne sur les travaux dans cette école. On n'a pas finalisé encore le budget, on a encore... Donc on repasse encore la moulinette parce qu'on ne rentre pas complètement dans l'enveloppe. Mais en tout cas, si cette ligne est maintenue, ce que je souhaite d'ailleurs, au demeurant, les travaux devraient avoir lieu dans le cours de l'année prochaine. Une question de Kaiser Sauzé. À propos du plan vélo, ne pensez-vous pas qu'il serait nécessaire de généraliser les sas à vélo sur les feux rouges? Oui. Oui et non. Alors oui, ici, d'une façon pratique, vous avez raison, il faudrait généraliser ces sas vélos. Maintenant, il y a un inconvénient, c'est ce que ça coûte. Alors je n'ai pas le coût de faire le sas à proprement parler, parce qu'on va dire rapidement c'est un coup de peinture et puis un logo, mais c'est surtout l'entretien, parce qu'en fait, vous pouvez peut-être le voir d'ailleurs, en fait, il y a certains sas qui s'effacent avec le temps. Et puis tout ça nécessite effectivement derrière de la main-d'œuvre, des agents qui doivent les refaire et refaire en fait toute la peinture. Et ces problématiques de peinture, alors c'est vrai que sur les sas, mais d'autres marquages au sol, on a un créneau qui est relativement faible dans l'année, puisqu'en fait il y a des conditions de température et d'humidité qui sont nécessaires, et ce qui fait que grosso modo les marquages au sol, ce qu'on appelle marquage au sol, peuvent se faire entre le mois de mai et le mois d'octobre maximum. Donc évidemment on privilégie aujourd'hui tout ce qui est sécuritaire, et notamment les passages piétons, entre autres les stops, les passages piétons. Ensuite, s'il nous reste du temps, on fait le reste, notamment les sas vélos. Et vous comprenez bien que si on en fait à tous les feux, ça fera d'autant plus de travail à réaliser. Donc voilà, donc il y a la théorie, la pratique, et là je vous suis. Après, enfin la théorie, là je vous suis, puis la pratique qui fait que voilà, il faut trouver à chaque fois le bon équilibre. La question suivante est posée par Jimmy 18000. Les archéologues ont fait une découverte dans le sous-sol de l'îlot Victor Hugo. Cela a été détruit, tout comme en 2017 lors de la cave antique trouvée sous le chantier de la MCB. Pourquoi, par exemple, ne pas avoir invité les classes scolaires sur ces lieux afin d'étudier ce passé ou de démonter ces découvertes et de les remonter afin de faire une exposition? Bon, ce qui a été trouvé sur l'îlot Victor Hugo, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est des caves qui sont relativement récentes, on n'est pas au 1er ou 2e siècle après Jésus-Christ, donc ce n'est pas quelque chose, voilà, je crois que c'est du XVIIe siècle en l'occurrence, donc ce n'est pas quelque chose de remarquable. Et puis deuxième raison, vous voyez, je comprends cette volonté de partager en fait ce savoir et ces découvertes, sachant que ces fouilles ont été faites simplement pour confirmer ce qu'on savait déjà dans la bibliographie, puisque des fouilles avaient été faites au moment justement de la réalisation de l'îlot Victor Hugo, à l'époque où il y avait un garage, je crois, sur ce lieu-là. Donc c'était juste pour confirmer ce qu'on connaissait déjà. Et puis si effectivement on laissait du temps aux écoliers ou aux lycéens de visiter ce chantier, on aurait pris du retard sur le chantier, bien évidemment. Vous voyez, on est sur des délais aussi qui sont très très courts. On veut effectivement le moins possible pénaliser le fonctionnement de la ville à cet endroit-là. Là, on a pu libérer la rue Moyenne le plus rapidement possible, qui pouvait poser un souci de circulation. Et donc, voilà, c'est de ne pas ralentir le chantier, parce qu'on veut avoir terminé, avec l'objectif étant de terminer avant le printemps de Bourges. Ça va être très très compliqué, mais en tout cas, voilà, ne pas perdre de temps sur le sujet. Maintenant, une fois encore, on peut et là, je suis d'accord avec vous sur l'archéologie. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, je trouve qu'on n'a pas... On a plein de choses, d'ailleurs, à Bourges, qu'on a stockées, que l'on stocke dans nos services archéologiques.
et qu'on a trouvé au cours de fouilles localement. Et malheureusement, on n'a pas de lieu aujourd'hui pour exposer ces différents éléments qu'on trouve. Alors c'est divers et varié. Et aujourd'hui, c'est rangé dans des tiroirs, dans des armoires. Et je pense que ça serait bien de temps en temps qu'on puisse ressortir quelques éléments, qu'on puisse les exposer. Alors j'avais l'idée de faire des espèces de vitrines en fait, qu'on pourrait mettre par exemple dans des halls de la mairie, ou du conservatoire de musique et de danse par exemple, et puis avec un certain nombre d'explications qui permettraient de faire partager ce que l'on trouve dans nos sous-sols, parce qu'on a souvent ce discours qui consiste à dire l'archéologie ça va bien, ça coûte cher, ça retarde les chantiers, certes, mais il y a quand même un côté positif, au-delà de la documentation qui doit être fournie, c'est aussi faire profiter les verrouillés et nos visiteurs aussi de ce qu'on trouve dans nos sous-sols. La prochaine question est posée par Laurent Guittard. Pourquoi le terrain situé près de l'écoquartier Baudins reste en friche? Quel avenir pour ce terrain situé entre le lycée et la NPE boulevard Maréchal Joffre? Alors là, pour être clair, sur l'emprise Baudins, c'est la SEM Territoria, une société mixte Territoria qui gère cet espace. À l'époque, le conseil général, qui n'était pas conseil départemental, avait fait l'acquisition de cet espace, qui me semble toujours d'ailleurs être une vraie opportunité pour le faire. Et maintenant, il faut trouver effectivement des acquéreurs possibles pour développer soit du logement, soit de l'activité économique, soit de l'activité culturelle, soit de l'activité médicale, par exemple. Alors, je sais qu'il y a des réflexions sur le sujet. Il y a eu quand même un certain nombre de logements qui ont été créés par l'Office public d'habitat, l'OPH. Il y a aussi donc, la Chambre des métiers d'artisanat qui est implantée donc, dans un ancien bâtiment qu'on appelle le Peigne. Mais il reste, et puis il y a Pôle emploi évidemment, et il reste encore de la disponibilité. Alors tout ça, vous savez, ça peut stagner un moment, mais ça peut aller très vite dès lors qu'il y a des investisseurs qui sont intéressés. Et je sais que la SEM Territoria travaille beaucoup sur ce sujet. La question suivante est posée par Christelle Jouve. Une zone 30 est-elle prévue rue Charlet afin d'apaiser la circulation? Oui, tout à fait. À la réflexion, alors pas que rue Charlet, mais dans l'ensemble du quartier Charlet, nous avons pris la décision de mettre en place une zone 30, parce que je pense que le quartier, ce quartier correspond tout à fait à ce type de limitation de vitesse, un quartier résidentiel où les vitesses pratiquées d'abord naturellement ne sont pas élevées. Vous allez toujours me dire qu'il y a toujours des exceptions, mais globalement, quand on voit les rues adjacentes à rue Charlet notamment et boulevard Ernest Renan, ce ne sont pas des rues où on peut rouler très vite. Donc voilà, on a pris cette décision dans ce quartier d'instaurer une zone 30. Alors une question de Sylvain Perdon. Où en est le projet de rond-point avenue de Saint-Amand pour l'accès au lotissement des jardins du Val-d'Oron ainsi que l'aménagement du grand chemin de Mazières? Écoutez, pour l'instant, c'est en stand-by, puisque les choses ne sont pas forcément pertinentes tout de suite. Ça a un coût. Ça nécessite aussi un accord avec le département, puisque cette voirie est une voirie départementale. Et les choses pourront sans doute se faire dès lors qu'on aura engagé les travaux du centre aqualudique et de bien-être qui va se situer donc à proximité. Donc voilà, c'est plus d'actualité, même si ça avait été envisagé à un moment donné, mais ce n'est pas pertinent à l'instant T et ça pourra l'être ultérieurement. Quant à la voirie dont vous me parlez, je n'ai pas en tête effectivement un projet de réhabilitation, mais bon, je suis d'accord avec vous que ça serait intéressant de regarder cette rue qui en plus est pas large, elle est un peu dangereuse, pour le coup les vitesses pratiquées sont élevées. Donc voilà, c'est effectivement un projet sur lequel il va falloir qu'on travaille. Alors la question suivante est posée par Franck Jansoni. Devant le lycée Alain Fournier, le stationnement est catastrophique. Les parents se garent n'importe où et cela est très dangereux. Que pouvez-vous apporter comme solution ? On peut regarder ce qu'on peut faire devant tous les établissements scolaires. Vous savez, c'est classique. Malheureusement, c'est classique et heureusement, c'est sécuritaire. Alors, ce que je vais vous dire, ça va peut-être un peu vous surprendre, mais c'était une remarque que m'avait fait mon prédécesseur au début où j'étais adjoint aux travaux. Et il m'avait dit, tu verras,
il ne faut pas sécuriser devant les écoles. En fait, il m'expliquait, plus c'est compliqué à circuler, c'est-à-dire plus les parents s'arrêtent en double file à cheval sur le trottoir, plus ça ralentit la vitesse et plus ça sécurise. C'est vrai que ça paraît paradoxal, mais notamment la traversée des enfants. Donc là, on peut peut-être regarder, effectivement, étudier si on pourrait aménager un parking. Il y a suffisamment de place à cet endroit-là. Je ne suis pas persuadé d'ailleurs que les parents d'élèves utiliseraient les parkings, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être un sujet qu'il faut qu'on regarde. Je suis d'accord avec vous. Une question de la session précédente posée par Théum. Connaissez-vous l'état d'avancement de la réouverture de la patinoire ? Non, je ne connais qu'une chose, c'est une estimation des coûts de réparation. Je les connais depuis une demi-heure, c'est 1,4 million. Donc c'est important, c'est une somme un peu importante. Donc là, les services sont en train de regarder comment on peut planifier, comment on peut phaser ces travaux, d'abord comment on peut les financer, même si on peut être remboursé tout ou partie par les assurances, mais comment on peut financer ces travaux-là, et ce qui permettra de déclencher effectivement le phasage des travaux. Mais là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je n'ai pas la réponse précise. La question suivante est posée par Karim Belmokhtar. Pourquoi ne pas inscrire Bourges sur les côtés des châteaux d'eau de la ville ? Réflexion sur le paraître de nos châteaux d'eau. Oui, pourquoi pas, ça se faisait à un moment donné. C'était un peu une mode. Là, ça n'a pas été fait. D'ailleurs, ça ne serait pas la ville de Bourges, ça serait l'agglomération, si on veut être logique, puisque les châteaux d'eau appartiennent à l'agglomération maintenant. Mais pourquoi pas? Bon, attention, là c'est pareil, hein, ça veut dire que ça a un coût, faut des entreprises spécialisées, il faut s'assurer que dans le temps ça tienne, parce que dès lors que la peinture, forcément dans le temps, va disparaître, ça veut dire qu'il faut refaire de la maintenance. Voilà. Bon, on peut regarder, je ne sais pas si c'est pertinent, mais on pourrait estimer d'ailleurs ce que ça nous coûterait, ce serait une bonne expérience. La question suivante est posée par Laurent Jamet. Concernant la nouvelle route rue Louis Mallet, qui est très belle maintenant, pourquoi la piste cyclable ne commence pas au départ du boulevard de l'Avenir ? Alors, sincèrement, je pensais qu'elle démarrait depuis le début. Je ne suis pas sûr que les marquages ont été faits. Hein. Sincèrement, ça fait quelques semaines que je ne suis pas passé rue Louis Mallet. Là, vous me posez une colle, c'est-à-dire soit les marquages ne sont pas faits, auquel cas, bon, on n'est pas en capacité de dire s'il y a aménagement cyclable ou pas, soit c'est peut-être le manque de largeur qui est à cet endroit-là, parce qu'effectivement, la partie qui descend sur le boulevard de l'Avenir est beaucoup moins large que la partie haute, enfin la deuxième partie qui va être réalisée. C'est peut-être ça la raison, mais là, vous me posez une colle, très sincèrement, je ne sais pas vous répondre. La question suivante est posée par Farid. Que pensez-vous du tirage au sort de la Coupe de France pour le Bourges Foot qui est susceptible de rencontrer l'OL ? Il faut déjà que Bourges Foot batte la Charité. C'est une première étape, hein, je crois que c'est dimanche prochain. Et puis, voilà, une belle affiche Bourges Foot Olympique Lyonnais, ça serait une belle chose. Et puis, pourquoi pas gagner contre l'Olympique Lyonnais, on peut imaginer. Mais je pense que ça serait d'abord une belle affiche. Et je pense que ce serait une belle récompense pour ce club de football qui est un bon club formateur, qui est un club de quartier aussi, et qui a cette saison une réussite extraordinaire, puisque première de championnat national 3, avec pas mal d'avance, si je suis bien le classement. Et puis la récompense, effectivement, de jouer contre l'Olympique Lyonnais en Coupe de France, je crois que ça serait la cerise sur le gâteau pour cette saison 2018-2019. En tout cas, allez Bourges Foot. La prochaine question est posée par Chantal Agapsar. Des fonctionnaires travaillent à Bourges Plus. Quand le standard décroche-t-il ? Cela fait 10 jours que nous essayons et restons sans réponse. Pour un service public, c'est inacceptable. Oui, alors bon, là, ce que vous me décrivez, c'est une anomalie, hein, je ne le connaissais pas, mais par contre, on a aussi un axe d'amélioration sur ce sujet-là. On l'évoquait avec mes services donc en début de semaine, hier, plus exactement. Il faut absolument qu'on ait un accueil et un standard commun, à la fois Ville de Bourges, CCAS et puis agglomération. Pourquoi ? Parce que l'administré ne doit pas se poser la question de savoir où est la compétence, où est-ce qu'il faut que je m'adresse, est-ce que c'est la ville, est-ce que c'est l'agglomération. Ce n'est pas forcément si naturel que ça. Donc le fait d'avoir un guichet unique, ce que j'appelle guichet unique, permet, quelle que soit d'ailleurs la demande de l'intéressé, que ce soit au niveau de l'accueil, et l'accueil
téléphoniques en particulier, de pouvoir rediriger les appels d'ailleurs et l'administrer directement dans les services ad hoc. Donc là, bon, est-ce qu'il y a eu un problème de standard? C'est possible. Dans ce cadre-là, je vous prie de bien vouloir nous excuser, mais j'ai enquêté pour savoir si on n'a pas eu un souci. Maintenant, voilà, si vous êtes vraiment coincé, il y a toujours un moyen de vous dépanner. N'hésitez pas à appeler directement le standard de la mairie, et puis on vous redirigera directement sur les bons services, quitte à vous donner le numéro de téléphone du service ou de la personne que vous cherchez. La question suivante est posée par Jérôme. Qu'en est-il du projet d'implantation d'un intermarché dans la zone des Dangeons? J'aurais tendance à dire on n'a jamais été aussi près du but. Normalement, si les choses... donc on a confirmation d'Intermarché sur son implantation. C'était une question majeure, puisque vous savez qu'afin d'assurer l'accessibilité à ce magasin-là, il y a un giratoire qui est prévu, un giratoire sur la rue Louis Mallet, pris en charge au niveau du coût par Intermarché, ce n'est pas la collectivité qui le prend en charge. Mais comme on est en train de réaliser les travaux rue Louis Mallet, comprenez bien que c'était un point majeur de savoir si oui ça se faisait ou non, parce que ce n'est pas la peine de faire un giratoire s'il ne sert à rien. Là, normalement, d'après les informations que j'ai aujourd'hui, les bâtiments qui sont sur cet espace foncier devraient être déconstruits donc là, à partir du début de l'année prochaine. Et puis, construction du bâtiment, ça peut aller relativement vite. Et perspective, c'est fin d'année 2019 ou début 2020, l'ouverture donc de ce commerce. La prochaine question est une question de la session précédente. Elle est posée par Renaud. Quand allez-vous installer des miroirs pour sortir des cours dans la rue Édouard Vaillant, avec des automobilistes qui respectent de moins en moins la limitation de vitesse, chaque sortie est un risque potentiel? J'oserais vous dire jamais, au risque de vous décevoir. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a des recommandations, enfin les collectivités ont des recommandations par un organisme qui a changé de nom, je ne sais plus le nouveau, qui nous indiquait de ne plus implanter de ces miroirs. Pourquoi? Parce qu'avec des retours d'expérience sur plusieurs années, ils se sont aperçus que ces miroirs étaient plus accidentogènes que s'il n'y en avait pas. Alors comment on explique ça? Parce que les miroirs déforment d'abord les distances, alors, ou dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, on peut imaginer qui donne l'impression d'une distance éloignée du véhicule qui arrive sur le côté alors que le véhicule est beaucoup plus près, ou vice-versa. Donc là, c'est un premier problème. Deuxième problème, c'est que ces miroirs, ils se salissent et n'ont plus de fonction, alors, sauf à les nettoyer régulièrement, n'ont plus de fonction au bout d'un moment, puisqu'on ne voit plus à travers. Et puis troisième élément, dans des températures, quand il fait très froid et sec, vous avez peut-être pu le constater, ces miroirs ils gèlent. Donc aussi on perd la visibilité. Donc on n'implante plus du tout de miroirs, on en a même enlevé, on en a réimplanté aussi quelques-uns. Quand on avait eu des travaux à faire, on les a enlevés en espérant ne pas les réimplanter, mais là il y avait une demande des administrés qui habitaient dans le quartier pour qu'on les remette. Donc là on a cédé, on a remis parce que ils étaient en place avant les travaux, mais par contre on n'en implante plus du tout, et vous verrez que c'est excessivement rare, si vous voyagez dans d'autres villes, de trouver des miroirs. Alors après, sur les vitesses pratiquées, parler de la rue Édouard Vaillant, les choses sont améliorées quand même malgré tout, puisqu'en fait on a mis en place des ralentisseurs. Maintenant, vous n'empêcherez pas quelqu'un qui veut rouler vite de rouler vite, et puis le statut de priorité, malheureusement, tout le monde ne le respecte pas. Donc, mais c'est un vrai sujet, je suis assez d'accord avec vous. La prochaine question est posée par Emiliano D'Agostino. Combien de temps devons-nous attendre pour avoir la fibre optique entre l'avenue Pierre Bérégovoy et François Mitterrand? Ça, c'est une très bonne question. Je ne sais pas si je peux sortir mon joker. Bien rappeler que le déploiement de la fibre optique dépend d'opérateurs historiques Orange, avec lequel nous n'avons pas... Alors, les choses sont en train de s'améliorer. J'ai rencontré le responsable commercial il y a une quinzaine de jours. Les choses sont en train de s'améliorer. Et maintenant, on est en capacité, donc moi je n'ai pas la réponse évidemment vous concernant sous les yeux,
mais on a la capacité, si vous contactez donc notre service support informatique, enfin système d'information plus exactement, de vous indiquer, alors, à quelques semaines près, quand est-ce que la fibre sera déployée, mais ce n'est pas ça tellement le sujet, c'est de savoir quand est-ce que vous aurez la possibilité de vous connecter. Donc vous pouvez aussi avoir sur le site internet de la ville de Bourges, alors je ne saurais pas vous le dire exactement où, mais le chemin, on peut vous l'indiquer. Vous tapez votre adresse et normalement, Orange est en capacité de vous dire, voilà, vous pourrez avoir accès à la fibre à telle période. En tout cas, l'engagement qu'a Orange vis-à-vis de la collectivité, c'est de devoir terminer 100% du déploiement de la fibre sur la totalité du périmètre de la ville de Bourges en 2020. Bon, donc vous voyez, on est bientôt à 2019, donc j'espère que vous ne ferez pas partie des derniers, mais il y aura forcément des derniers. En tout cas, voilà, moi je vous engage à prendre contact avec nos services ou aller sur le site de la ville et on devrait pouvoir vous répondre. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à prendre contact directement avec moi, soit par voie d'email ou de courrier, et je me ferai fort de me renseigner précisément auprès de l'opérateur et de vous apporter la réponse si vous ne l'avez pas eu autrement. La question suivante est posée par Florian Rousseau. Quand est-ce que les coquilles du chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle seront finies d'être posées? Parce que c'est une question de... les coquilles s'arrêtent au pont d'Oron, je crois de mémoire, et il y a deux versions. La première version qui consiste à dire on utilise l'avenue Marcel-Leglen et on remonte vers l'ouest, et puis l'autre version qui consiste à dire on peut faire passer les pèlerins sur d'autres lieux de l'agglomération et notamment l'abbatiale de Plain-Pied. Donc pour l'instant, aucune décision n'a été prise, c'est la raison pour laquelle les coquilles sont arrêtées au pont d'Oron, mais je vais trancher très rapidement, j'imagine, j'espère au moins d'ici la fin de l'année ou au début de l'autre. Alors, une nouvelle question posée par Maëlys BMBiz. Quelle tristesse de voir récemment plusieurs magasins du centre-ville fermés les uns après les autres, pour certains définitivement et pour d'autres pour se regrouper dans les zones commerciales. Quelles mesures prenez-vous pour redynamiser le centre-ville face à ces fermetures successives? Écoutez, je vous renvoie à la première question, deuxième question de ce chat vidéo, parce que j'y ai répondu. C'est pas que je ne veux pas vous répondre, mais il faut laisser la place aux autres questions. Simplement une remarque. Vous notez effectivement les commerces qui ferment, mais vous ne notez pas ceux qui ouvrent. Et il y en a qui ouvrent. Donc, ça ne veut pas dire que la situation est reluisante, ce n'est pas du tout mes propos. Mais évitez d'avoir sans arrêt les uns et les autres un discours négatif. Évidemment qu'il y a des commerces qui ferment, mais il y en a d'autres qui ouvrent. Donc soulignons ça. Autrement, c'est l'action plan national cœur de ville qui va permettre entre autres de répondre à ces problématiques de commerce. C'est la priorité en tout cas. Et puis des actions, c'est celles qu'on a mis en place là, depuis le mois de juillet, je crois de mémoire, sur le stationnement gratuit sur voirie à partir de 17h, ou avant c'était 19h, et puis des opérations ponctuelles comme nous le faisons pour tous les week-ends d'ici la fin de l'année et les veilles de fête, la gratuité totale sur voirie et sur les parkings, en espérant que ça amènera, effectivement, ça facilitera la venue des clients en centre-ville. Et tout ça, les commerçants pourront en bénéficier. Bon, puis après, il y a d'autres actions, mais je les ai exposées au début de ce chat, donc vous aurez tout le loisir de revenir dès qu'il sera disponible sur le site internet. Alors, une question de Benoît. Les annonces d'hier soir du président Macron vous ont-elles convaincu? Bon, ce n'est pas l'objet de ce chat, je vais vous donner simplement un peu un ressenti par rapport à ça. Les choses avancent, je pense que le président a entendu et écouté. Alors d'aucuns diront pas suffisamment, mais en tout cas, voilà, un premier pas a été fait, donc les choses doivent encore se concrétiser. Je crois que j'ai discuté avec un député à midi sur la mise en œuvre. Il y a encore, je crois que peut-être d'autres décisions seront prises. Le président Macron s'est engagé à rencontrer les maires. Je crois qu'aussi, depuis ce mandat-là, les territoires, ils ont été parfois oubliés. On a un peu oublié les maires, qui sont, eux, en proximité de la population, comme
comme disait le président Larcher, le président du Sénat, le maire est à portée d'engueulade. C'est vrai. Et associer effectivement les maires dans ces plans d'action des améliorations, je pense que c'est essentiel. Je le dis, je l'ai déjà écrit et je le redis, hein, la France, c'est pas Paris, et Paris, c'est pas la France. Il y a plus d'habitants extramuros en France qu'intramuros Paris. Donc il faut savoir écouter aussi les élus locaux qui n'ont pas forcément la science infuse, mais qui ont la connaissance des difficultés que peuvent connaître leurs administrés, et puis parfois adapter, peut-être parfois adapter aussi des améliorations en fonction des territoires, parce que les problématiques en fonction des territoires ne sont pas forcément les mêmes. Voilà, alors je crois que voilà, les choses vont dans le bon sens. Ce n'est pas sans doute un idéal, mais je crois qu'à un moment donné, il faut faire une pause. D'abord, je pense que c'est ce qui s'est passé notamment à Paris en annexe des Gilets jaunes, c'est juste insupportable pour la République. C'est insupportable de casser. C'est pas comme ça qu'on obtient des choses. Je crois qu'à un moment donné où on doit manifester son désaccord, il y a un moment donné où on doit discuter pour trouver des terrains d'entente. Donc voilà, c'est au moins un premier pas. C'est sans doute pas un idéal, mais je salue au moins les annonces qui ont été faites par le président de la République hier soir. Une nouvelle question avec Antoine Noël Daniel. À quand des bus après 19h30 et des bus articulés pour mieux répartir l'affluence des lignes A et B? Cela s'accompagnerait de votre idée de bus à haut niveau de service. Oui, alors donc, votre première question, oui, les bus après 19h30. Vous savez, on a, avant qu'on attribue le nouveau marché, là, qui a été attribué donc, il y a 1 an et demi maintenant, on a fait un gros travail de concertation avec les usagers et usagers potentiels sur un avant-projet que les services avaient étudié sur la réflexion sur le changement du réseau de transport de bus, parce que le réseau il doit évoluer régulièrement, parce que des choses se passent, il y a des lotissements qui se créent, il y a des services qui se déplacent, voilà, c'est tout ça, donc il faut penser à adapter autant que faire se peut le réseau par rapport aux besoins. Et donc, suite à cette concertation qui s'est faite par atelier, il y a eu plusieurs réunions, à Bourges il y en a eu plusieurs, il y en a eu aussi dans des communes, je pense à Saint-Germain-du-Puy, il y en a eu à Saint-Noulchard, il y en a eu à Trouy, de mémoire, je pense avoir participé presque à toutes, et étaient réunis, pour ceux qui le voulaient, des usagers, puis des usagers potentiels. Alors les usagers ont été tirés au sort sur le liste électorale, et puis comme il y avait la part jeune, évidemment qui ne sont pas sur la liste électorale, et on sait que les jeunes lycéens sont des utilisateurs importants des transports en commun, on est allé en rechercher, et donc il y a eu tout ce travail d'amendement de l'avant-projet qui était très constructif, et des propositions. Et ces propositions, elles ont toutes été étudiées, et puis la réponse a été restituée à l'ensemble des acteurs quelques temps après. Et notamment la proposition, c'est celle qui revient assez régulièrement, c'est pourquoi pas avoir des bus le soir. Bon, sauf que l'expérience, d'abord c'est un coût, hein, et le coût forcément c'est l'usager, mais aussi le contribuable qui n'est pas usager qui paye ce coût, évidemment. Et puis il y avait eu l'expérience il y a quelques années, suite à des demandes d'ailleurs, et ce test a été conclu par un échec, puisque, bon, évidemment, au début, il y avait du monde, et puis les mois faisant, il y avait de moins en moins de monde, et au bout du compte, les bus étaient vides. Donc, voilà, c'est pour ça qu'au-delà de 19h30, d'ailleurs, il me semblait que c'était 20h, l'horaire, vous avez sans doute raison. Au-delà de ça, on peut peut-être réfléchir, mais une fois encore, ça aura un coût supplémentaire, mais de décaler si les bus s'arrêtent à 19h30, peut-être 20h, qui peut peut-être solutionner quelques soucis, mais en tout cas, on n'ira pas au-delà, parce qu'une fois encore, ça a un coût pour un besoin pas en adéquation justement avec le surcoût. Alors, une nouvelle question avec Laurent Guittard. À quand une fermeture de la médiathèque de Bourges à 19h au lieu de 17h les samedis? Et si vous le permettez, Sabine, je vais revenir sur la question précédente parce que j'ai oublié qu'il y en avait une deuxième, c'est sur les bus accordéons, les bus allongés. Alors là, c'est aussi, je dirais, à l'ASTUB, hein, qui est
qui est l'opérateur qui a en charge ce marché, de dimensionner effectivement les bus en fonction du nombre d'usagers. Alors parfois, il y a des bus rallongés, il n'y en a pas souvent, mais il m'arrive de temps en temps d'en voir passer. Je pense que si la STUB considère qu'à un moment donné, il faut allonger les bus, c'est quelque chose qu'elle fera, et on a des revues régulières avec le prestataire justement pour reprendre en considération les demandes ou les remarques des usagers. Celle-là peut en être une d'ailleurs, hein, je vous invite à la formaliser, et puis à partir de là, si la demande est pertinente, on la mettra en œuvre bien évidemment. Ce n'est pas forcément ce qui coûte cher en fait, hein, puisque ce qui coûte cher dans le transport, le bus évidemment c'est un investissement, mais c'est derrière le coût du transport, c'est-à-dire c'est la main-d'œuvre, c'est les chauffeurs. Donc avoir un bus grand ou une navette, ça coûte la même chose, grosso modo, au niveau d'exploitation. Mais voilà, formulez effectivement votre demande et puis on verra avec l'opérateur comment on peut œuvrer. Je viens donc maintenant à la question sur la médiathèque et les heures d'ouverture de la médiathèque. Et le maire de la mémoire quand même. Il faut qu'on réfléchisse d'ailleurs d'une façon plus générale sur les jours et horaires d'ouverture de la médiathèque. Et notamment, parce qu'on a quelques demandes et je trouve qu'elle est assez pertinente qu'on ait une ouverture le dimanche. Alors peut-être pas tous les dimanches de l'année, mais peut-être un dimanche par mois, c'est quelque chose qu'il faut qu'on réfléchisse. Peut-être des ouvertures moins importantes sur certaines journées et peut-être plus importantes sur d'autres. Donc on a une réflexion et Frédéric Charpagne, qui est l'adjoint à la culture, est en train de travailler avec les services sur ce sujet pour adapter peut-être davantage les ouvertures de la médiathèque aux besoins, et notamment, je pense, alors peut-être pas forcément l'été, mais l'ouverture le dimanche, l'hiver, je pense qu'elle peut être quelque chose d'intéressant. Peut-être regarder des ouvertures différentes pendant les vacances scolaires. Donc, vous voyez, c'est un vrai sujet global sur lequel il faut qu'on réfléchisse. La question suivante est posée par Eric Cash. Quand la fête foraine d'hiver reviendra-t-elle ? Car une fois le printemps de Bourges, la foire expo et les fêtes Jacques-Cœur passées, il n'y a plus grand-chose. Écoutez, on avait Philippe Mercier qui est en charge entre autres de cette compétence, m'avait évoqué le sujet. Il avait rencontré des forains qui, a priori, proposaient une fête foraine d'hiver, en fait. Bon, moi, je trouvais, enfin, j'étais pas favorable comme ça a priori. Hein, c'est pas que je voyais de la gêne, mais je me suis dit, est-ce qu'il y aura que ça correspond à un besoin? Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionnera bien? Bon, voilà, c'était juste une interrogation à laquelle je n'ai pas la réponse. Et puis, les choses se sont arrêtées là. Les forains ne se sont pas de nouveau manifestés, mais c'est aussi à eux de nous solliciter. Bon, évidemment, j'imagine que ce ne soit pas une fête foraine aussi grande que celle qui a lieu l'été, mais peut-être sur une partie du parking Sérocourt, pourquoi pas. Alors, sachant que ça voudra dire qu'une fois encore, on utilise des places de stationnement gratuits de le passer au recours, et donc on perdra en gratuité sur les parkings. Mais voilà, il y a eu cette idée, mais les forains ne sont pas allés plus loin, donc c'est peut-être quelque chose qui peut ressortir prochainement, pourquoi pas. La question suivante est posée par Marie-Louise. Quand allez-vous inaugurer le marché de Noël ? Sauf erreur de ma part, c'est le 14, c'est vendredi prochain, sauf si on me dit le contraire, ou le 15, en tout cas c'est à la fin de la semaine. Il doit y avoir, vous allez sur je pense, le site internet, vous aurez, ou même sur les panneaux numériques, vous aurez l'information. Mais je n'ai pas mon agenda en tête, mais si je me souviens bien, c'est soit le 14, soit le 15, ça doit être soit vendredi ou samedi, mais je crois plutôt que c'est vendredi. La question suivante nous vient d'Angèle. Où en êtes-vous sur le projet de la piscine aqualudique ? Oh, c'est un projet qui avance, parfois un peu lentement, mais en tout cas, on a décidé en bureau communautaire, pas plus tard qu'hier soir, d'acheter un des terrains nécessaires qui peut être nécessaire pour ce projet-là. On est en train de réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on met dans ce centre aqualudique et de bien-être, j'insiste. Moi, j'ai eu l'occasion d'en visiter quelques-uns, centres aquatiques, 5 ou 6 depuis quelques mois, pour voir ce qui s'y fait, pour voir le contexte, parce que parfois le contexte doit dimensionner et définir ce qu'on met dans ce centre aqualudique. Par exemple, j'ai eu des centres où dans des zones, des agglomérations où il n'y a pas du tout de piscine, donc
Ça voulait dire qu'il était nécessaire de faire au moins un bassin de 25 mètres. J'ai vu il y a une quinzaine de jours, j'étais en région parisienne, un centre aqualudique où ils ont fait une piscine de 50 mètres à l'intérieur. Bon voilà, c'est tout ça qu'il faut dimensionner et aussi en même temps, c'est ce on a des échanges avec les élus qui sont concernés, l'impact que pourra avoir par exemple un bassin de 25 mètres par exemple avec 5 ou 6 lignes d'eau sur les piscines qui sont actuellement sur les communes de l'agglomération. Parce qu'effectivement, si on déporte un nombre d'usagers sur le centre aqualudique, et il y en aura en conséquence moins sur les piscines des communes. Quel est l'impact financier? Donc vous voyez, il y a tout ça qu'il faut qu'on regarde et quel est l'impact du contenu, de la définition de ce qu'on met dans le centre aqualudique sur le restant des piscines. Et puis à partir de là, quand on aura défini le programme, ce qu'on appelle le programme, il va falloir chiffrer. Il faudra peut-être revoir à la baisse notre extension. Bon, enfin là, c'est trop tôt pour en parler, mais voilà. Vous savez, c'est quelque chose, un centre aqualudique qui est un investissement et qui, derrière, correspond à des coûts d'exploitation qui ne sont pas neutres. Donc ça nécessite qu'on passe beaucoup de temps pour définir ce que l'on veut faire exactement dedans. On n'a pas le droit de se tromper. Hein. Et d'ailleurs, parmi les centres aqualudiques que j'ai visités ces derniers mois, qui sont plutôt récents, hein, je dirais entre 4 et 5 ans en moyenne, systématiquement, enfin presque systématiquement, les exploitants ont dit, voilà, on a participé à la définition de centre aqualudique. Vous voyez, sur le bassin de 25 mètres, il nous manque 2 couloirs. Donc vous voyez, il ne faut pas qu'on se trompe, parce que s'il manque 2 couloirs, on ne va pas tout démolir pour refaire une piscine, enfin un bassin. Et puis si on fait trop court, ça ne va pas non plus. Donc voilà, il faut prendre des choses posément, il ne faut pas qu'on se trompe sur la définition. Les enjeux sont trop importants derrière. Alors une question de Cyril. La rénovation de la piste d'athlétisme du stade de Pège est-elle envisagée à court terme? Oui, elle est envisagée. Je sais que Nathalie Bonnefoy, qui est en charge les sports, travaille sur le sujet, notamment sur... on connaît le coût, alors je n'ai pas en tête, hein, elle vous le dira mieux que moi. Elle est en train de regarder quels sont les financements qu'on pourrait avoir, évidemment pour que ça coûte en investissement moins cher que pour la ville, hein, le reste à charge. Donc dès que ce travail sera finalisé, on regardera si on peut positionner cette réflexion dans les années qui viennent. En tout cas, je pense que c'est indispensable. Maintenant, voilà, il faut qu'on fasse aussi avec les moyens qu'on a. On a des niveaux d'investissement qui sont importants sur la ville, hein. Bon, sans préjuger du budget qui va être voté donc, au mois de mars, mais on va investir 28 millions d'euros l'année prochaine, alors qu'on était à 23 jusqu'à présent en moyenne. Donc vous voyez, on investit beaucoup. Donc voilà, il faut qu'on investisse de façon raisonnable et raisonnée. La question suivante est posée par Franck. Quel projet va remplacer l'ancien bâtiment de la MCB? Alors c'est un projet qui reste à affiner. En tout cas, voilà, l'idée qu'on a aujourd'hui, c'est d'abord que ce bâtiment puisse rester à dominante culture. Ça me semble très important. On a une réflexion aujourd'hui sur ce que pourrait être un centre de formation des métiers des arts et du spectacle, hein, on va dire labellisé et porté par le Printemps de Bourges, qui est un marqueur de notre territoire, et puis auquel on pourrait associer des start-up. Là, on est plus sur le développement économique, notamment, qui pourraient développer et être en avant-garde sur tout ce qui est utilisation du numérique, justement, sur ces spectacles-là. Donc voilà, on doit finaliser ce programme d'ici la fin de l'année prochaine. Je m'étais engagé d'ailleurs à ce qu'on arrête ce programme en fin de mandat, donc ce qui sera le cas. Et puis après, l'équipe qui va suivre, de le mettre en œuvre si elle en est d'accord. Une question de Didier. Où en est-on concernant la rocade verte? Fait-elle enfin le tour de la ville? Non, elle ne fait pas le tour de la ville. On a un point dur qu'on n'arrive pas à résoudre pour l'instant. C'est notamment la partie qui joint, on va dire, le stade Tavernier, enfin plutôt sur Saint-Loup-de-Char, hein, le stade Tavernier au démarrage de la rocade verte qui se trouve route de Berry-Bouy à Saint-Loup-de-Char, puisque on est propriétaire d'un certain nombre de terrains, on a fait des acquisitions, donc on voit par où doit aller le tracé, c'est-à-dire en fait parallèle à la voie ferrée, bon, pas à côté, pas à 5 mètres, mais parallèle à la voie ferrée, sauf qu'on a une entreprise de transport qui s'appelle Woodray, hein, qui se trouve sur Saint-Loup-de-Char, et qui n'a pas aujourd'hui envie de déménager, donc de rester là. Et c'est vrai que nous, on aurait souhaité, au
au moins avoir une emprise d'à peu près une dizaine de mètres pour pouvoir faire cet aménagement, sauf que si on prend 10 mètres, les camions qui sont des semi-remorques ne savent pas manœuvrer. Donc on est en train de travailler avec cette société de transport pour voir si on pourrait leur trouver en termes de négociation une implantation ailleurs que dans ce secteur-là, puisque c'est vrai qu'en plus ça n'a plus de sens de rester à cet endroit-là et se trouver plutôt à proximité de l'échangeur d'autoroute ou au moins sur des routes qui sont roulantes à éviter que les camions traversent la ville. Bon, voilà, donc notre point noir, il est surtout là. Alors, une question posée par Anne. À l'issue des travaux de l'îlot Victor Hugo, quel sera le sens de circulation de la rue Moyenne? Il sera dans le sens montant. D'accord, donc prochaine question posée par Sandrine. Avez-vous l'intention de lancer un plan santé et notamment de recruter de nouveaux médecins pour notre ville? Ah, vous savez, si c'était si simple de recruter des médecins comme ça, ça fera un moment que je l'aurais fait. Alors le plan santé, c'est un vaste projet qui touche la ville, mais l'ensemble des acteurs, on va dire médicaux même du département. J'ai créé donc ce que j'appelais une mission santé, c'est-à-dire c'est une collaboratrice qui est auprès de mon cabinet qui est missionnée sur ce sujet-là. D'abord, pour avoir la collectivité est un interlocuteur unique sur ces sujets-là. Deuxième chose, qu'elle puisse débroussailler, parce qu'il y a vraiment besoin de débroussailler notamment tout ce qui est lié à l'installation et de l'aide à l'installation des médecins sur notre territoire. C'est pas si simple que ça. Et puis, avoir des actions plus concrètes. Alors, nous sommes en train de regarder la possibilité d'aménager un certain nombre de bâtiments ou de lieux qui appartiennent à la ville de Bourges pour y faire alors je pourrais appeler ça un cabinet médical, bon, je ne sais pas comment on peut le traiter, qui pourrait permettre effectivement de proposer éventuellement un médecin, alors jeune ou pas d'ailleurs, alors évidemment pas un médecin qui est déjà en place, qui viendrait de l'extérieur, peut-être de lui laisser pendant 3 ans la jouissance de ce local-là, aménagé, sans qu'il ait à débourser, je dirais, le loyer. Bon, il faudra qu'il paye l'eau, le gaz, l'électricité évidemment, sous condition qu'il s'installe définitivement sur la ville. Donc voilà, c'est une action qu'on va mener dans le cours de l'année prochaine. Et puis il faut faire la promotion de notre ville aussi et de notre territoire là où il faut, auprès notamment des jeunes internes. Vous savez, on ne l'a pas fait depuis des années. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des syndicats d'internes en médecine et c'est eux qui ont eu l'idée en disant mais il faut que vous alliez promouvoir votre territoire dans les facultés de médecine pour donner une autre image que celle que peut avoir Bourges et son agglomération et le département du Cher, qui n'a pas une bonne image aujourd'hui vis-à-vis des médecins. C'est aussi pour ça qu'ils ne souhaitent peut-être pas forcément s'y installer. Il faut qu'on vende notre territoire, il faut qu'on soit les ambassadeurs. Et je pense que des médecins qui cherchent une tranquillité de vie, une qualité de vie plus exactement, pas forcément une tranquillité, trouveront tout ce dont ils ont besoin dans une ville moyenne comme la nôtre, et que ce soit sur les animations culturelles, sur les loisirs, sur l'école pour les enfants, sur les crèches, sur tout ce qui est infrastructure, qui font qu'une ville comme la nôtre est agréable et où on peut pratiquer la médecine. Et puis il y a des initiatives privées, il y a des médecins aujourd'hui à Bourges qui ont pris conscience qu'ils étaient plutôt en fin de carrière, et de se dire, nous on a quand même nos patients derrière et on est prêt, et je pense à un en particulier qui m'a dit, voilà, mon cabinet médical aujourd'hui est trop petit pour que je puisse prendre un interne en formation. Maintenant j'ai un projet sur un territoire de Bourges, bon, c'est un territoire dont on l'a évoqué tout à l'heure dans le chat, qui pourrait faire avec une pharmacie, qui permettrait d'avoir un local plus grand pour recevoir des internes et peut-être passer la main à un moment donné. Donc voilà, le plan santé, il est en train de se construire, mais en tout cas, il y a du court, du moyen et du long terme, et puis il y a toute la problématique du groupement hospitalier territorial que je préside, l'ensemble des hôpitaux et des établissements de soins qui se trouvent sur le territoire, avec qui il faut qu'on travaille ensemble. On doit pas être il ne doit pas y avoir de concurrence dans la difficulté, au contraire, on doit créer des liens, des synergies, de manière à ce que d'abord le droit aux soins soit assuré par l'ensemble de nos habitants. C'est un droit, on a le devoir d'apporter ces soins médicaux. C'est ça l'urgence surtout. Ça ne sert à rien de se chicorer
entre établissements et médecins de ville. Aujourd'hui, je crois que l'heure est suffisamment grave, à Bourges comme ailleurs, d'ailleurs, dans beaucoup de territoires comme les nôtres, hein, la problématique est la même. Mais voilà, on doit travailler ensemble et j'espère que la ministre qui est en charge de la santé, d'ailleurs, qui j'ai reçu un courrier tout à l'heure, nous annonçons une aide financière pour le centre hospitalier Jacques Coeur, sera à l'écoute, puisque j'avais écrit au président de la République, bon, il a accusé réception, il a transféré le sujet à sa ministre, ce qui paraît jusque-là logique, mais j'aimerais bien que les écrits soient parfois transformés aussi par un essai. Donc voilà, mais en tout cas, c'est un sujet prioritaire avec le commerce pour notre territoire. Et nous arrivons maintenant à la dernière question. Elle est posée par Chouchou. À quoi sert l'application MyBourges? Ah, bah écoutez, vous avez qu'à la découvrir, hein, vous allez voir, c'est un... Alors comment résumer ça? C'est un service pratique qui vous permet d'avoir des informations sur la ville, sur des services justement, sur le stationnement, sur aller sur Castor, hein, quand vous avez des déclarations à faire sur des branches d'arbres qui menacent de tomber, sur les feuilles pas ramassées, sur les trous d'un trottoir. Enfin, je vous liste, c'est pas une liste exhaustive, mais en tout cas, ce qui est important, c'est d'avoir ça sur on appelle ça un Android, hein, parce que je parle de smartphone, parce que je ne veux pas faire de publicité, mais d'avoir donc tous ces éléments rapides à portée de main, puisque aujourd'hui, je ne dis pas que tout le monde a un smartphone, mais enfin, il y a beaucoup de personnes. Et voilà, c'est un service que l'on a rendu, qui est plus facile que téléphoner à un service, qui est plus facile que de se déplacer en mairie ou en mairie pour avoir ce renseignement, qui est plus facile que d'aller lire les nouvelles de Bourges quand on va avoir une information le soir quand on veut sortir. Donc c'est vraiment un outil pratique qui va évoluer en permanence, parce qu'il y a ce qu'on appelle plusieurs tuiles, hein, c'est ça, qui ont été créées et qui peuvent être encore créées en fonction de la demande et de la pertinence qu'on jugera sur des demandes qui peuvent être formulées. Donc outil très pratique, moi je vous invite à installer rapidement sur App Store, c'est ça, cette application, et puis de pratiquer, d'essayer de la pratiquer, et nous apporter, s'il y a des améliorations à apporter, n'hésitez pas à nous faire des retours et on saura les adapter le plus vite possible. J'ai compris que c'était la dernière question. Oui. J'ai compris que c'était la dernière question de l'année. Bien, je vous remercie encore pour cet agréable moment passé en votre présence. Je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année, que vous le passiez en famille, entre amis. Je suis très attaché, vous aussi, je pense, sur le fait que c'est le moment privilégié où on se retrouve en famille, on se retrouve entre amis. N'oubliez pas, si vous connaissez quelqu'un qui se trouve seul, âgé ou pas, de partager ces moments aussi avec elle. Et en tout cas, j'espère que les choses vont bien se passer. Vous voyez, la ville s'est illuminée de ses plus belles couleurs il y a quelques semaines. Maintenant, ça va faire 2 semaines, si je ne me trompe pas. Le village de Noël est en cours d'installation. Donc l'inauguration, je ne sais pas, Sabine, si vous pouvez me le souffler à l'oreille, c'est le 14 ou le 15, mais Sabine ne le sait pas. Mais Olivier va me le dire. Donc c'est le 14, donc c'est vendredi, c'est ça. Voilà, profitez des commerces, voilà, profitez de la vie en tout cas. Vous savez, on n'a qu'une vie. Donc tous ces bons moments, il faut en profiter, il faut les partager. Et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine, 2019, le 15 janvier, 19h, même lieu. Bonne soirée, à bientôt, au revoir.